Bien, alors, j'aimerais évoquer avec vous un autre espace maritime, c'est la Méditerranée, par le biais de la question italienne, et apprécier comment la Méditerranée est devenue, a constitué un enjeu stratégique et économique dans le cadre de cette guerre. En guise d'introduction, autant vous dire que c'est un enjeu déterminant pour les Alliés, puisque la Méditerranée permet de ravitailler d'une part la Russie par les détroits des Bosphore et des Dardanelles. C'est donc un enjeu déterminant pour les Alliés, mais aussi on l'oublie très souvent le Monténégro et la Serbie, au moins par les ports de l'Albanie, de Valona, Saint-Jean-de-Medua et du Razzo, c'est-à-dire au fond en Adriatique. Et dans ce domaine spécifique qui fait de la mer Méditerranée un enjeu stratégique et économique majeur, au moins pour les Alliés, l'Italie occupe une position de choix. J'aimerais développer 3 points très rapidement, puisque c'est la règle. Un point qui porte sur le fait que l'Italie contrôle les voies de ravitaillement et de transport maritime en Méditerranée, pas seulement. Le fait que l'Italie se trouve entre ennemis traditionnels français et austro-hongrois et nouveaux rivaux serbes et grecs. Et enfin, le 3e point qui porte sur le fait que pour les Italiens, la mer Adriatique doit constituer un lac italien dans sa dimension stratégique, culturelle et économique, mais surtout stratégique et économique. Lorsqu'on regarde, c'est le premier point, lorsqu'on regarde la configuration de l'Italie, on voit bien que l'Italie s'enfonce profondément dans la mer Méditerranée, entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale, 7500 km de côte, avec 2 grandes villes, la Sardaigne, la Sicile, des baies qui permettent également de jouer un rôle majeur, la baie de la Spezia au nord, la baie de Naples au sud, pour contrôler la mer Tyrrhénienne. En mer Adriatique, Venise, Ancône, Brindisi, c'est-à-dire le nord, le centre et le sud de l'Adriatique, et le golfe de Tarente, avec un port en eau profonde qui permet d'accueillir les dreadnoughts et qui, de ce fait, peut contrôler tout le sud de la Méditerranée. Pas seulement, on voit aussi que l'Italie contrôle les détroits majeurs pour les voies de communication et les voies de ravitaillement. La Sardaigne, avec la base navale de la Maddalene, qui se trouve au nord de la Sardaigne, qui permet de contrôler au fond les passages de la mer ligurienne, de la mer Tyrrhénienne et les bouches de Bonifacio. Les îles de la Toscane, avec l'île d'Elbe ici, qui permettent de contrôler le passage de la mer ligurienne à la mer Tyrrhénienne. Les îles de Lampedusa et de Pantelleria, au sud de la Sicile, qui permettent de contrôler le détroit de Sicile, majeur pour assurer le ravitaillement entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale. Et puis également la position clé de l'Italie qui fait de cette péninsule, qui s'enfonce profondément dans la Méditerranée, un choix déterminant pour les belligérants dès 1914. N'oublions pas également que depuis 1912, les Italiens sont présents en Libye, au port de Tobruk par exemple, qui permet de contrôler le sud de la Méditerranée, le Dodécanèse en Méditerranée orientale, ici, qui permet de contrôler le canal de Suez et qui permet de ravitailler les bases italiennes sur la mer Rouge avec les colonies de l'Érythrée. Puis pour compléter le tout, depuis 1901, l'Italie a obtenu une concession à Tientsin, en Extrême-Orient, 44 hectares seulement, mais qui assure une position mondiale. Alors, évidemment, dans cette configuration, pour les puissances germaniques, l'Italie occupe un rôle majeur puisque cela conditionne la situation de la mer Adriatique et le verrouillage de la mer Adriatique. Et dans un premier temps, les négociations semblent déboucher, car l'Autriche-Hongrie est prête à céder le 30, mais refuse de céder l'Istrie. Car l'Istrie est surtout marquée par la présence de la base navale fondamentale de Pola, qui accueille les dreadnoughts austro-hongrois. Là, il y a un échec. Et pour les Alliés, la position de l'Italie permet de garantir, d'une part, le transfert des marchandises et ravitaillements de Gibraltar au détroit des Bosphore et des Dardanelles, et également sur les ports de l'Albanie et pour ravitailler Monténégro et Serbie, les ravitaillements entre l'Afrique du Nord, les liaisons entre l'Afrique du Nord et la France, et surtout, à la fin de l'année 1914, nous l'avons vu hier,
La marine française tente des opérations en mer Adriatique, au moins pour neutraliser la flotte austro-hongroise, mais manque de ports et d'îles, et peut à tout moment, si l'Italie entre en guerre aux côtés de l'Autriche-Hongrie, menacer les propres opérations militaires françaises navales. Or, je le répète, la Triplice n'est dénoncée que le 4 mai 1915. 4 mai 1915. Ça veut dire que jusqu'au 4 mai 1915, l'Italie, malgré sa neutralité, reste une ennemie virtuelle pour la France et pour la marine française. Faut jamais l'oublier. Alors bien évidemment, l'Italie choisit aussi la neutralité en août 1914 pour des raisons militaires, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons économiques, car il est vital pour l'Italie d'assurer ses propres ravitaillements en charbon, en nourriture, en denrées de première nécessité. Entrer en guerre en respectant la Triplice, cela signifie entrer en guerre contre le Royaume-Uni, et donc s'exposer aux problèmes de ravitaillement et à la flotte britannique, et également entrer en guerre contre la France qui contrôle la mer Tyrrhénienne. Même chose, lorsque en avril-mai 1915, l'Italie entre en guerre, ce n'est pas seulement lié au traité de Londres du 26 avril 1915, mais c'est aussi lié pour des raisons économiques. Car il s'agissait pour l'Italie de garantir ses propres sources de ravitaillement en choisissant le camp des Alliés, c'est-à-dire la marine britannique et la marine française, qui garantit de ce fait, pour toute la guerre, un ravitaillement en charbon, c'est fondamental, en matières premières pour assurer l'effort de guerre militaire et en nourriture. Alors cela dit, cette position stratégique et économique est conditionnée par le fait que l'Italie doit tenir compte de deux ennemis traditionnels et de nouveaux rivaux. Et donc le stratégique se mêle à l'économique dans cet espace méditerranéen. D'abord, le premier ennemi traditionnel, c'est l'ennemi autrichien. Cet ennemi autrichien a été mis en sourdine au moment de la Triplice, entre 1882 et 1908. C'est au moment de 1908 que l'Autriche-Hongrie redevient l'ennemi séculaire qu'il faut combattre. Parce qu'en 1908-1909, l'Autriche-Hongrie s'impose en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire dans cette zone-là, affirmant de ce fait sa présence sur le littoral adriatique et menaçant les défenses italiennes. Donc, les enjeux du traité de Londres du 26 avril 1915 portent sur la nécessité d'assurer la défense de l'espace adriatique contre l'Autriche-Hongrie, puisque le traité de Londres garantit en cas de victoire à l'Italie Trieste et surtout la presqu'île de l'Istrie avec la base navale austro-hongroise de Pola. Et les Italiens s'en satisfont, avec également les îles de la Dalmatie. Le deuxième ennemi traditionnel, c'est la France. Il ne faut jamais l'oublier. Avant-guerre, c'est la France qui est l'ennemi traditionnel. Officiellement, depuis le protectorat installé en Tunisie en 1881 pour le traité de Bardo, qui heurte profondément le nationalisme et le patriotisme italien, car vous le voyez, la Tunisie est dans le prolongement naturel de la Sicile, et qui donne naissance, qui débouche sur la Triplice en 1882. Mais de 1882 à 1915, la mer Tyrrhénienne devient le champ naturel d'affrontement entre la France et l'Italie. Il y a une véritable peur navale en Italie en 1888-1891, où des plans de l'amirauté italien envisagent un débarquement français sur le littoral sableux du Lazio, menaçant directement la capitale de Rome et risquant de prendre à revers tout le dispositif italien qui est tourné sur les Alpes de l'Ouest. Et donc les conventions navales signées avec la Triplice en 1900 et encore en 1913 assurent un partage d'influence des mers. L'Allemagne se réserve la mer du Nord, l'Atlantique. L'Autriche-Hongrie se réserve la mer Adriatique dans ses conventions navales signées avec la Triplice. Et l'Italie se réserve ou obtient la mer Tyrrhénienne. Mais ces conventions navales sont terribles pour l'Italie, car elles signifient un abandon de la mer Adriatique, c'est-à-dire de cet espace stratégique majeur, au profit de l'Autriche-Hongrie. D'où le renversement d'alliance majeure en avril-mai 1915, qui permet à l'Italie, d'une part, de neutraliser la Tyrrhénienne pour se consacrer fondamentalement sur l'Adriatique. Or, l'Adriatique devient un enjeu déterminant, parce que, également, à partir de 1915, deux nouveaux rivaux menacent les intérêts économiques et stratégiques de l'Italie. Le premier rival, c'est la Serbie et le Monténégro. À partir de la fin de l'année 1915-1916, la Serbie est écrasée par une double offensive austro-hongroise et bulgare, et la France promet à la Serbie des avantages littoraux
qui porte sur le littoral dalmate, Fiume, le littoral dalmate, Cattaro, qui est un port où sont basés les navires légers de guerre au front hongrois, donc une base navale déterminante. Et cela menace directement les intérêts de l'Italie. Et voilà pourquoi la marine italienne, dans cette optique stratégique, assure un débarquement à Valona dès le mois de décembre 1914 pour obtenir un gage et verrouiller ainsi. Vous voyez que Valona est à peu près à la latitude de Brindisi pour verrouiller la mer Adriatique. Mais un deuxième rival qui fait surface, c'est le rival grec. Parce que la Grèce est présente à l'île de Corfou, qui verrouille ici tout le sud et la voie d'accès en mer Adriatique. Or, la Grèce revendique aussi le sud de l'Épire, c'est-à-dire le sud de l'Albanie. Et comme vous voyez, sur le plan stratégique, eh bien, l'Italie pourrait voir lui échapper les voies d'accès ou de sortie de la mer Adriatique. D'où les opérations stratégiques italiennes qui consistent à débarquer 100 000 hommes à Valona au cours de la guerre, et également une intervention, grâce à la marine italienne, de l'autre côté des Balkans, à Salonique, qui permettait ainsi, si je puis dire, de neutraliser les positions grecques à l'est et à l'ouest. Et puis enfin, un troisième élément très important, c'est l'approche économique. Parce que pour les Italiens, l'espace économique, l'Adriatique, constitue un espace économique, mais un espace économique adriatico-balkanique. C'est-à-dire que les milieux d'affaires envisagent, après-guerre, la possibilité de pénétrer cet espace balkanique en profitant de l'effondrement de l'Autriche-Hongrie et du déséquilibre économique entre l'Italie d'une part et les puissances régionales que sont l'Albanie, la Serbie, la Grèce et la Bulgarie, qui pourraient être des clients éventuels, et assurer ainsi une domination stratégique et économique de l'espace. Et tout cela, au fond, pour déboucher sur le fait que l'Adriatique devait être un lac italien. C'est mon dernier point, pour terminer. D'abord, fondamentalement pour des raisons défensives, car contrôler la mer Adriatique, c'est régler une bonne fois pour toutes le problème du littoral adriatique italien indéfendable du fait de la nature même du littoral sableux, sans port en eau profonde. Mais c'est aussi un enjeu économique, car le contrôle de la mer Adriatique ouvre les portes des Balkans, et c'est un des aspects de la politique de Mussolini dans les années 20 et 30. Et enfin, le contrôle de la mer Adriatique, c'est garantir un aspect politique qui légitime la guerre italienne. D'une part, la réalisation des objectifs irrédentistes en mettant la main sur Trieste et l'Istrie, qui est un vieux rêve irrédentiste qui date des années 1870. Et d'autre part, en prenant des gages sur tous les littoraux de Fiume à Cattaro, c'est-à-dire au fond sur le littoral dalmate, de manière à verrouiller d'une façon définitive les enjeux stratégiques. Alors pour conclure, eh bien, de par sa position géographique et géostratégique, les mers, et plus particulièrement la Méditerranée et l'Adriatique, jouent un rôle stratégique et économique majeur qui met au fond l'Italie entre ennemis traditionnels, français et austro-hongrois, et nouveaux rivaux serbes et grecs, pour faire de l'Adriatique un lac italien, pour des raisons politiques, défensives, économiques, mais aussi culturelles. C'est ce que j'aborderai dans la dernière table ronde, c'est-à-dire les enjeux culturels de la guerre. Je vous remercie.